Bonjour, je suis aujourd'hui avec le docteur Franck Gigon. On va parler du syndrome post-Covid, qu'on appelle aussi le Covid long, et ce qu'on peut faire avec les plantes. Alors Franck est médecin, expert en micronutrition et en phytothérapie. Je fais une petite introduction de Franck là. Il a été chargé d'enseignement au DUMENAT, donc c'est le département universitaire de médecine naturelle, pendant plus de 10 ans. Et il a été coordinateur de médecine préventive universitaire à Paris-Sorbonne, auteur de nombreux ouvrages sur les plantes médicinales et sur la nutrition. Il anime des conférences et des formations pour les professionnels de santé et le grand public. Franck, je suis content de te retrouver. Moi aussi. Et bah écoute, j'espère que tu as préparé plusieurs tasses de boissons caféinées parce que j'ai bien peur que c'est une discussion qui ne va certainement pas durer 10 minutes. Voilà, moi Clairement, je je te préviens. remercie de l'échange qu'on va pouvoir avoir ensemble parce que c'est un sujet qui est dans l'actualité et on peut dire quand même passionnant et qui soulève pas mal de questions. Nous, on va amener surtout des pistes entre nous et je te repasse la parole pour le développement, mais je te remercie de l'échange qu'on va pouvoir avoir ensemble. Bah écoute, c'est toujours un plaisir. On échange d'ailleurs régulièrement sur de nombreux sujets. Là aujourd'hui, c'est juste qu'on enregistre, donc c'est toujours un plaisir. Alors, effectivement, je pense que c'est un sujet qui devrait peut-être tous nous préoccuper parce que c'est une situation qui semble toucher de nombreuses personnes. Euh, et ce syndrome post-Covid, ça inclut une liste de nombreux symptômes. On va en voir certains. Hier, tu me disais plus de 50, je crois 53 même, tu me disais. Répertorié. Ouais, répertoriés, donc des symptômes qui vont persister. On a mis la barre au-delà de 4 semaines après l'infection. Et sans qu'on puisse trop les relier à une autre pathologie, en fait. Donc la cause logique et probable, bah, c'est la Covid-19. Oui. On peut Alors, peut-être avant de... rappeler Ouais, quelques vas-y. chiffres. Dans les non hospitalisés, ça représenterait, pour toutes les personnes qui ont été touchées par la Covid-19, pour les non hospitalisés, ça représenterait une fourchette entre 10 et 45%. Et pour ceux qui ont été hospitalisés, la fréquence est beaucoup plus importante. Ils sont beaucoup plus touchés par ce qu'on appelle ce Covid long. On en serait à 25-75%, c'est pas bien. Et aussi, ils ont remarqué peut-être que les personnes qui avaient eu un nombre de symptômes plus important en phase aiguë avaient tendance à faire plus ce syndrome, enfin ce syndrome du Covid long, comme on l'appelle pour l'instant. Alors justement, moi, c'était une question que j'avais parce que dans certaines lectures que j'ai faites sur le sujet, on ne semble pas lier directement les formes aiguës et sévères, et les détresses respiratoires, avec le syndrome post-Covid. Donc les deux ont l'air décorrélés, mais quand même, tu as l'air de dire que si on a fait une forme sévère, on va avoir beaucoup plus de probabilité de développer ces symptômes-là. Hein, Oui, et c'est bien clairement, ce ça? sera plus de symptômes, évidemment, sur la sphère pneumologique, Ouais. clairement, mais c'est des chiffres qui ont l'air de se détacher maintenant. Alors, pour bien poser le débat avec nos auditeurs, Mhm. c'est qu'on nage un peu dans le flou artistique, il faut bien le reconnaître, et que c'est en phase comment on appelle ça, pas d'expérimentation, mais de connaissances. On essaye d'acquérir beaucoup de connaissances sur le sujet. Et voilà, on est en plein développement, en pleine recherche. Et effectivement, comme tu l'as précédemment dit, on est à peu près à 53 symptômes répertoriés pour l'instant, dont on peut rappeler peut-être quelques-uns. Le principal, c'est la fatigue, qui touche beaucoup de gens. Bien sûr, des troubles de type psychologique, à type de concentration, le brouillard mental. Alors, ça va jusqu'aux troubles du sommeil. Bien sûr, de l'anxiété avec potentiellement de la dépression et puis ce fameux syndrome du stress post-traumatique qu'il faudra toujours rechercher. Et puis, bien sûr, les essoufflements et puis cette anosmie, c'est-à-dire et l'agueusie, cette perte du goût et de l'odorat qui peuvent persister dans le temps. Donc, il y a à la fois des prolongements, on va dire, respiratoires potentiels. Il y a un aspect de déséquilibre neurosensoriel. Et puis, il y a cet aspect de l'atteinte aussi de toute la sphère psychiatrique, j'allais dire, puisqu'on a des personnes qui sont vraiment très touchées Ouais. euh, à ce niveau-là par ce qu'on appelle ce Covid long. Avec les pourcentages que tu nous as donnés là, ça a l'air d'être une vraie urgence sanitaire.
Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on n'en parle pas plus? Est-ce qu'on a vraiment été la tête dans le guidon avec les urgences hospitalières? Bon, chose que je comprends tout à fait, bien sûr, hein. Il y a eu des priorités. Les priorités, ça a été les formes aiguës et les détresses respiratoires. Mais là, on voit des pourcentages qui sont complètement fous, ce qui veut dire qu'on devrait tous connaître autour de nous des gens qui ont développé ce syndrome post-Covid. On n'en parle pas beaucoup, enfin si, on commence à en parler dans certains cercles, c'est sûr, mais comment tu expliques ça? C'est vraiment tête dans le guidon jusque-là, on n'a pas eu le temps de se préoccuper de ça? Mais en partie parce que tu as évoqué, c'est-à-dire qu'on était dans l'urgence et on a traité les cas les plus importants au niveau de la gravité. On s'est aussi beaucoup focalisé sur l'aspect euh, vaccination. Mhm. Mais pour avoir entendu un professeur de médecine en infectiologie sur les plateaux télé, il disait aussi qu'ils avaient beaucoup de personnes qu'ils recevaient en consultation, donc après 4 semaines d'une infection, et qu'ils avaient détecté beaucoup de personnes qui étaient de l'ordre de l'hystérie, c'est-à-dire que en fait les symptômes qu'ils manifestaient étaient en rapport plus avec une peur qu'avec des réels symptômes organiques. Cela étant, on peut comprendre qu'après avoir été confiné pendant un certain temps, donc avec une privation des réunions sociales, après avoir subi la peur, hein, telle on a pu la, on a pu la recevoir avec le nombre de morts enregistrés, avec le nombre d'hospitalisés, c'était en continu dans les médias. On peut tout à fait comprendre que ça a pu faire décompenser chez certaines personnes des déséquilibres psychiques, psychologiques, et que certaines personnes qui étaient relativement bien équilibrées auparavant puissent être entre guillemets tombées là-dedans. Et tu rajoutes à cela des personnes qui avaient déjà une fragilité psychologique, et là ils ont décompensé. Donc au début, il faut reconnaître que c'est pas que ça n'a pas été pris au sérieux, c'est qu'on avait tendance à ranger beaucoup de personnes dans ce qu'on appelle les syndromes post-infectieux, hein, comme on peut rencontrer d'ailleurs, il faut le reconnaître, hein, qu'il y a des syndromes post-infectieux qui donnent de la fatigue et des symptômes un petit peu similaires, comme on peut le voir par exemple, après la chikungunya ou l'épidémie de dengue, on avait beaucoup de personnes qui avaient des douleurs, des arthralgies, des douleurs articulaires, des Mhm. grosses fatigues. Bon, pour l'hépatite B, c'est très connu aussi, hein, on a une grosse fatigue. Pour la mononucléose infectieuse, on a aussi une grosse fatigue. Alors, on n'a pas forcément tout le cortège de signes qu'on a évoqué avec les 53 symptômes, mais on a la majeure partie de ces symptômes, et c'est vrai que ça dure. Et là, pourquoi c'est un phénomène qui a l'air plus important? Tout simplement parce que, comme il y a eu une forte contagiosité, il y a eu mathématiquement beaucoup plus de personnes qui ont été touchées, et donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait plus de syndromes post-infectieux au long cours dans le reste de la population. Ça, c'est une des explications qui est évoquée. Oui, 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 d'accord. Et puis, comme on va le voir aussi, il y a d'autres explications un petit peu plus physiologiques, vu qu'on va essayer de couvrir ces fondations-là, ce qu'on sait aujourd'hui, ce que la science nous dit au sujet de ces situations post-infectieuses. Alors avant qu'on rentre dans tous ces détails-là, j'aimerais quand même qu'on donne quelques mises en garde, hein, pour ceux qui nous écoutent. Alors d'abord, bien sûr, logique, consulter un médecin si les symptômes persistent. C'est Bien sûr. important d'avoir un bon diagnostic. Et Franck, tu me disais qu'aujourd'hui, les médecins généralistes ont reçu des recommandations de la Haute Autorité de Santé sur la conduite à tenir pour ce syndrome post-Covid. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Oui, donc pour les symptômes les plus communs, les plus bénins, la Haute Autorité de Santé recommande d'aller voir son médecin traitant, à qui on a donné en quelque sorte une conduite à tenir. Et puis aussi, il y a une coordination post-Covid qui s'est mise en place, semble-t-il, et qui est en train d'être actualisée. Ça va même pour certaines orientations jusqu'à aller, pour les personnes qui auront des symptômes plus sévères, à aller être hospitalisées dans des services de soins de suite et de réadaptation. Et donc là, c'est des personnes qui auraient une polysymptomatologie, c'est-à-dire beaucoup de symptômes. Mhm. Et voilà, donc ça peut aller jusque-là. En tout cas, le médecin traitant peut avoir à disposition ce qu'on appelle des tests, des évaluations, des échelles, alors qui peut permettre notamment d'évaluer la dyspnée, c'est-à-dire la difficulté respiratoire quand elle Mhm. existe, mais aussi la douleur. Alors ça, on sait très bien faire en médecine générale, on a des EVA, des échelles d'évaluation analogiques, hein.
On peut évaluer assez rapidement avec un questionnaire aussi l'anxiété, le niveau d'anxiété ou de dépression, hein. Et puis, on a des tests pour les troubles cognitifs. Alors déjà, c'est un premier filtre très important. C'est pour ça que tu as raison de dire qu'il faut, dans un premier temps, voir son médecin traitant, qui est le premier filtre et qui va permettre d'abord d'éliminer une pathologie métabolique ou une organicité qu'il faudra traiter. Et puis, au-delà de ça, ça permet d'avoir un interlocuteur privilégié pour permettre d'envoyer chez le spécialiste le cas échéant. Tout à fait. Ouais, et comme d'habitude, tous ces outils naturels comme les plantes arrivent en complémentarité. Alors, en revanche, comme tu me l'as annoncé il y a quelques jours, la Haute Autorité de Santé ne recommande pas les approches alternatives, entre guillemets, non évaluées. Et justement, on se disait tous les deux qu'il est fort possible que nos chères plantes fassent partie de ces fameuses approches non évaluées. Mais nous, on va partir du principe que les personnes qui nous écoutent sont intéressées par des pistes qui nous semblent quand même assez prometteuses. Et puis nous, ça fait tout de même quelques années qu'on les a évaluées à notre façon et on est assez confortable Absolument. avec et on a beaucoup de confiance envers ces outils-là. Et pour prolonger ce que tu viens de dire, nous, on se positionne plutôt avec des approches complémentaires plutôt qu'alternatives, parce qu'alternative, ça veut dire une chose à la place de l'autre, et ce n'est pas absolument pas le propos. Ouais. Et quand la Haute Autorité de Santé ne recommande pas les approches alternatives non évaluées, c'est un petit peu rigolo, enfin rigolo si on peut dire, mais quelque part, les approches conventionnelles ne sont absolument pas évaluées pour l'instant pour la Covid-19 non plus. Donc nous, avec toi aujourd'hui, on va apporter des pistes, on va dérouler des pistes, et c'est des pistes d'ailleurs que l'on utilise, comme tu dis, de façon par expérience et traditionnelle sur de nombreux autres symptômes qui sont présents dans d'autres pathologies. Et c'est tout naturellement qu'on va les proposer, bien sûr, comme tu l'as précédemment rappelé, après avoir vu son médecin traitant qui fait une évaluation de base, si je puis m'exprimer ainsi. Ouais, tout à fait. Et puis juste pour être clair, euh, on n'a pas de certitude, nous non plus, ni de recul à ce stade. Donc, comme on va le voir aujourd'hui, on avance sur un terrain qui est quand même assez complexe. Donc, on va aborder ça en toute humilité. Et bien sûr, comme tu disais, après, il n'y a pas de raison que les fondations du bien-être telles qu'on les connaît aujourd'hui et avec lesquelles on a l'habitude de travailler ne fonctionnent pas ici. Donc, nous, on va rester avec ces piliers, avec le terrain de l'individu, des zones dans lesquelles on a l'habitude de travailler. Et comme on va le voir, on peut déjà faire énormément de choses. Et ce qu'on va faire aussi au cours de cette discussion, c'est un tour d'horizon global le plus large possible de la situation. Alors, bon, tu as évoqué 53 symptômes. On va partir dans plusieurs directions sans pouvoir trop y passer énormément de temps non plus. Donc voilà, désolé, c'est juste le format qui veut ça. On va pas pouvoir aller au fond des choses sur cette première discussion. Mais bon, voilà, comme on évoquait en préparation à cette discussion, si on avait besoin d'aller plus en profondeur sur un aspect ou un autre, peut-être qu'on envisagera de faire une autre discussion de ce style. Voilà, n'hésitez pas à nous dire. Alors, comment expliquer ce syndrome post-Covid? On a plusieurs hypothèses aujourd'hui. Franck, j'aimerais qu'on les passe en revue. Par rapport à ce que la science nous dit, c'est vrai qu'on a eu quand même plusieurs études qui ont évoqué ce problème. Donc ça commence à être une inquiétude au niveau de la recherche. Alors première hypothèse, c'est ce qu'on appelle un syndrome inflammatoire multisystémique, c'est-à-dire une inflammation qui touche des systèmes d'organes et des fonctions multiples. On en avait parlé chez l'enfant, je sais qu'on avait évoqué ce syndrome-là pendant l'infection Covid justement. Chez l'adulte, à ma connaissance, on n'en avait pas trop parlé. Ça refait surface pour le syndrome post-Covid et j'ai trouvé une étude qui montre que ça serait présent chez un tiers des personnes, donc c'est quand même assez présent. Donc là, si on devait résumer, c'est une inflammation qui a du mal à se réguler vers le bas, hein, c'est bien ça, à se recalmer, on va dire. Alors, il y a plusieurs pistes évoquées. La plus grande, enfin la plus pertinente, semble-t-il, c'est celle effectivement d'une dérégulation de la réaction qu'on appelle la réaction inflammatoire, qui est une réaction immunitaire, hein. Alors, on l'avait déjà évoqué fortement
Pour les formes sévères, c'est ce qu'on appelait la fameuse tempête cytokinique, Mhm. hein, c'est-à-dire un orage inflammatoire très important où il y a une espèce de dérégulation de la réaction inflammatoire qui devient non plus quelque chose qui nous protège, mais au contraire qui nous attaque. Et donc ça attaquait effectivement les poumons Mhm. des personnes pendant cette phase-là. Et après, il y avait aussi des phénomènes, ce qu'on appelle d'hypercoagulabilité, c'est-à-dire des personnes qui faisaient des petits caillots un petit peu partout. Ouais. C'était initié par cette tempête cytokinique. Alors cyto, ça veut dire cellule, kin, ça veut dire qui bouge. C'est des protéines qui sont relarguées pendant la phase inflammatoire, mais normalement qui sont bien régulées, et là qui étaient vraiment produites en grande quantité, comme si on mettait le feu à la brousse, en Ouais. quelque sorte. Voilà. Donc ce feu de brousse s'étendait aux poumons, et la question qui a été posée dans le Covid-19, c'est est-ce que finalement, en dehors de la tempête cytokinique, qui est vraiment un aspect particulier des formes sévères, est-ce que c'est pas finalement une inflammation dérégulée à bas bruit qui Mhm. continue et qui serait à l'origine des symptômes principaux? Donc ça, c'était la première piste qui a été évoquée par les scientifiques. Après, ils ont parlé aussi potentiellement d'une réaction d'une réactivation virale. Oui. Et en fait, la piste ne semble pas être celle-ci, puisqu'on n'a pas retrouvé de multiplication virale par rapport à ça, mais ça aurait pu être ça. On aurait pu dire, Mhm. bah, c'est le virus qui continue de se Qui serait multiplier, là? puis continue d'être un peu toxique. Après, ce qu'on sait, c'est qu'il y a une dysautonomie, c'est-à-dire qu'il y a une dérégulation du système nerveux central, Ouais. alors notamment le système nerveux autonome, hein, qui nous Autonome. permet Oui. d'avoir plusieurs actions sur notre corps sans avoir à y réfléchir. Par exemple, la transpiration, la digestion, les battements du cœur, enfin toutes ces choses qui se font de façon autonome sont dérégulées. Et là, le lien, on n'arrive pas trop à le faire. Alors nous, on peut le faire parce qu'en médecine holistique, on sait qu'il y a cet axe neuro-psycho-immunité. Et donc, finalement, quand il y a quelque chose qui se passe en haut, ça peut se répercuter en quelque sorte en bas sur l'immunité. Et quand il y a quelque chose qui se passe au niveau de l'immunité, il y a aussi un retour d'ascenseur qui peut se faire. Donc, nous, en médecine holistique, on sait que ça peut arriver. On a évoqué aussi une piste très importante, c'est l'altération du microbiote. Mhm. C'est-à-dire, on sait que comme nous savons, le microbiote, c'est-à-dire la microflore intestinale, elle est très corrélée à l'équilibre de notre immunité. Il y a un dialogue qui s'instaure depuis l'âge de 2-3 ans entre cette flore intestinale et l'immunité de façon générale. Et on pense que peut-être ce virus a aussi altère quelque part l'équilibre Oui. de la flore intestinale et peut être à l'origine finalement d'une dysfonction de l'immunité. Ouais, Après, j'ai trouvé oui, d'ailleurs pardon. des études qui confirment que le microbiote des personnes ayant souffert d'une infection Covid-19 avait été perturbé, effectivement. Donc, on note une présence de dysbiose chez certains de ces malades, avec apparition de certaines souches pathogènes. Donc, effectivement, il semble que l'infection au Covid ait perturbé ce système-là. Donc ça, c'est très intéressant parce que Mm. ça veut dire que l'on peut aussi interagir par cette voie-là. Mhm. Alors, pour poursuivre dans les pistes, il y a aussi la piste de la mitochondrie. La mitochondrie, c'est un petit organisme cellulaire, c'est-à-dire, bon, la cellule, c'est un petit ballon qui représente quelques micromètres, 10 puissance moins 6 mètres. On en a entre 30 000 et 100 000 milliards de cellules, mais chaque cellule est dotée de plusieurs mitochondries. Ces petites mitochondries, c'est les usines énergétiques de la cellule qui gèrent l'ATP. L'ATP, c'est la molécule énergétique par excellence qui nous permet voilà, de créer beaucoup de réactions métaboliques. Et comme il y aurait potentiellement, en cas d'atteinte par la Covid-19, ce qu'on appelle une dysfonction mitochondriale, c'est-à-dire que cette petite usine énergétique eh bien, viendrait à mal fonctionner, alors soit en trop, soit pas assez. Et on sait que c'est cette usine énergétique qui fabrique beaucoup de stress oxydant. Hein. Mhm. Les produits du stress oxydant sont surtout fabriqués comme déchets du métabolisme par un peu comme une chaudière dans laquelle on mettrait du Ouais. charbon et puis il y aurait de la fumée qui sort. Voilà, donc on peut aussi avec entre guillemets des solutions naturelles euh, soutenir l'activité mitochondriale. On en reparlera peut-être. Oui. On a remarqué aussi qu'il y avait systématiquement ce qu'on appelle un déconditionnement, pas systématiquement, mais très souvent un déconditionnement respiratoire, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont une désadaptation de la respiration à l'effort et qui sont tout de suite essoufflées.
Donc ça a été observé. Donc là, en médecine générale conventionnelle, on envoie chez le kinésithérapeute. Bon, bien sûr, après avoir vérifié qu'il n'y avait pas au scanner, pas de pathologie pulmonaire ou autre. Et puis là, il y a une rééducation respiratoire qui peut s'opérer avec un professionnel de la kinésithérapie. Et puis enfin, on va l'aborder aussi ensemble. Il y a toute cette détresse psychologique, voire psychiatrique dans certains cas, qui est très souvent constatée dans les symptômes du Covid long. Ouais. Alors j'ai 2 points ici, Franck. Tu vas me dire ce que tu en penses, mais quand je vois ce nuage de symptômes et de systèmes d'organes touchés, système nerveux, vasculaire, immunitaire, et je reviens toujours à cette composante inflammatoire, parce que voilà, tu as utilisé ce terme d'inflammation de background ou de bas niveau. Une composante qu'on retrouve dans quasiment toutes les maladies aujourd'hui chroniques dégénératives. Est-ce que c'est pas ça qui est la composante commune et qui bouleverse tous ces systèmes? Et d'ailleurs, je faisais une petite recherche bibliographique pour voir justement les liens, et j'ai trouvé une étude qui parle, alors c'est juste un exemple, mais qui parle du lien possible entre l'inflammation et les récepteurs GABAergiques du système nerveux, ce qui pourrait expliquer certains symptômes du Covid long, comme la fatigue, le brouillard mental, la déprime. Est-ce que tu penses que, je pose la question, c'est un petit peu rhétorique parce qu'on a inclus ça dans les piliers sur lesquels nous, on aimerait bien travailler, mais est-ce que tu confirmes cette vue-là? Oui, tu as raison, il y a des travaux qui convergent vers ce qu'on appelle une neuroinflammation, c'est-à-dire une inflammation du système nerveux central. Et effectivement, c'est un carrefour métabolique que l'on retrouve dans d'autres pathologies de civilisation, comme les maladies neurodégénératives ou des maladies chroniques inflammatoires systémiques, un peu comme les polyarthrites rhumatoïdes, etc. Et donc, c'est très intéressant de se dire que on peut aussi interagir sur ce carrefour métabolique, parce qu'on ne sait pas si c'est la cause ou si c'est comment dirais-je, le résultat, mais en tout cas, essayer de contenir ce feu doux qui met en péril nos cellules, c'est une part importante de la médecine holistique que nous on connaît, mais c'est aussi un angle de vue qui n'est pas forcément abordé par la médecine conventionnelle, ou alors si en mettant des anti-inflammatoires conventionnels comme des corticoïdes ou des anti-inflammatoires non stéroïdiens, avec les effets indésirables et puis les limites que ça fait intervenir. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est que hier, tu m'as parlé aussi d'une piste des anticorps anti-ACE2, donc ces récepteurs ACE2 dont on a beaucoup parlé pendant le Covid, vu que le virus allait se verrouiller ou interagir avec ces récepteurs-là. Quelque chose qui pourrait expliquer cette réaction inflammatoire. Donc, moi, dès que j'entends le mot auto-anticorps, tout de suite, c'est auto-immunité, maladie auto-immune. Est-ce qu'on est en train de dire que le syndrome post-Covid, ça serait une réaction auto-immune, en fait? Écoute, on se dirige vers cette piste-là également, puisqu'effectivement, on a remarqué que 8 patients sur 10 qui avaient été touchés par la Covid-19 fabriquaient ce qu'on appelle des auto-anticorps anti-enzyme, contre une enzyme, une protéine qui régule l'immunité justement, et c'est via les récepteurs ACE2. On va rappeler que les récepteurs ACE2, c'est la porte d'entrée du SARS-CoV-2, notamment au niveau des muqueuses respiratoires, nasales et puis un petit peu plus loin. Et puis qu'elles sont surexprimées d'ailleurs chez les personnes qui ont des comorbidités, en surpoids, hypertension artérielle dérégulée, etc. Donc finalement, tu as raison, il y a probablement une piste auto-immune, c'est-à-dire notre immunité qui se retourne contre nous-mêmes, une dérégulation de notre immunité qui a été probablement générée par cette infection aiguë, et en fait cette auto-immunité perdure dans le temps et serait responsable, en tout cas, d'une grande partie des symptômes, peut-être pas tous, mais d'une grande partie des symptômes que l'on remarque dans la Covid long. C'est ça, c'est très intéressant. En tout cas, je tenais à ce qu'on mentionne cette hypothèse aussi parce que ça va expliquer certains des choix que nous on a fait au sujet de plantes qui stabilisent l'immunité plus que de la booster dans un sens, quoi. Plus que de l'exciter, quelque chose qui va être vraiment un petit peu plus équilibrant.
qui va la moduler. On va y revenir parce que ça va être un des sujets de discussion. Donc, maintenant qu'on a émis ces hypothèses-là, on va commencer à réfléchir aux approches à base de plantes ou de micronutrition qui pourraient nous aider à stabiliser cette situation. Et on va d'abord travailler sur ce qui nous semble la fondation de la situation. Et on a identifié 3 piliers. Le premier, c'est aider à rééquilibrer la réponse immunitaire. Donc, on travaille sur l'immunité. Le deuxième pilier, c'est aider à rééquilibrer la réponse inflammatoire. Alors, bien sûr, immunité, inflammation, les deux sont intimement liés, mais on a quand même des plantes qui ont certaines affinités pour l'un ou pour l'autre. Et troisième point, on va aider la personne à retrouver une certaine vitalité, une certaine force physique et mentale pour l'aider à faire face à la situation, pour l'aider à se sortir de voilà, ce sentiment qu'elle n'a pas les ressources, qu'elle n'a plus la résilience et la résistance pour recommencer à prendre le taureau par les cornes. Donc, 3 blocs, 3 axes. Donc, et une fois qu'on aura couvert ces 3 blocs, notre fondation, par-dessus, on va mettre d'autres points pour différents systèmes d'organes, système nerveux, système cardiovasculaire, etc., etc. Mais on commence par les fondations. Et la première des fondations, c'est rééquilibrer la réponse immunitaire. Et là, je vais te passer la main, Franck, je vais te laisser nous parler de micronutrition. Et je pense que personne ne sera surpris lorsqu'on évoque certaines choses comme vitamine C, la vitamine D, le zinc, etc. Mais quels sont les conseils spécifiques que toi, tu donnerais en micronutrition pour aider justement cette immunité qui est un petit peu dysrégulée à se restabiliser? Alors effectivement, il y a des ingrédients phares dont on peut parler tout de suite. Alors, on va tout de suite évidemment mettre en avant la vitamine D qui a été d'ailleurs mise en avant pas par nous les médecins micronutritionnistes mais par même l'Académie de médecine, hein. Donc la vitamine D c'est bien sûr quelque chose qui agit sur la densité osseuse, ça toute la population connaît ça. Mais au-delà de ça, on peut considérer presque que c'est comme une hormone qui va agir notamment pour moduler l'immunité. Donc elle n'excite pas l'immunité, elle la module, elle la soutient. Alors on a beaucoup d'exemples de pathologies dites auto-immunes où les personnes ont un statut en vitamine D relativement bas, sclérose en plaques, polyarthrite rhumatoïde, tout ça. Donc, on connaît déjà l'implication directe de la vitamine D dans la participation directe ou indirecte aux maladies, à l'exposition en tout cas à ces maladies. Et ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on a des études qui confirment que les personnes qui ont été atteintes par la Covid-19 avaient majoritairement un statut en vitamine D bas, d'accord? Et ça, c'est le premier point. Donc, ça voulait dire que les personnes qui avaient un statut relativement physiologique ou normal, considéré comme tel, étaient moins exposées finalement à attraper la Covid-19. Et on a remarqué aussi dans d'autres études que les personnes qui passaient aux formes sévères, c'était aussi des personnes qui avaient un statut en vitamine D assez bas. Et donc finalement, ça protège aussi des formes sévères que d'avoir un bon statut en vitamine D. Donc la vitamine D, ça se prend plutôt quotidiennement plutôt qu'en ampoule fortement dosée. Ça se prend plutôt tous les jours. Alors il y a des formes en gouttes. Alors il faut savoir que 2 gouttes, c'est à peu près égal à 400 unités internationales de vitamine D. Donc les recommandations pendant très longtemps, c'était d'avoir au moins 200 à 400 unités par jour de vitamine D. Maintenant, les plafonds ont été relevés parce que c'était trop bas. On parle de 1000, voire 2000 à minima par jour. Ouais. Et la reco que l'on fait en micronutrition, c'est d'être au moins à 2 ou 4000 unités internationales par jour dans le cadre de la Covid-19. Et puis surtout quand on l'a finalement déjà attrapé, puisqu'on va avoir probablement cet effet de modulation sur l'immunité. Et comme depuis le départ, on n'arrête pas de dire que l'immunité est au centre de cette problématique, en tout cas pour une bonne part des symptômes du Covid long, nous, on va recommander, avec bien sûr l'avis du médecin, puisqu'il y a quelques contre-indications à prendre de la vitamine D, comme l'hypercalcémie, enfin, des histoires de chasse, mais il faut quand même que ce soit le médecin généraliste ou traitant qui s'en occupe. On va donc mettre à l'honneur la vitamine D déjà dans la micronutrition. Alors après, Tu fais faire
des des prises de tests? sang pour valider l'efficacité de la supplémentation? Qu'est-ce que tu vas faire au cours de l'hiver, peut-être 2, 3 fois par an? Comment tu procèdes en général? Alors, on procède en préconisant et ensuite on fait un dosage de la vitamine D 3 mois après Mhm. environ. Bon, le seuil recommandé, c'est 20, mais c'est 20 nanogrammes par litre, c'est assez bas. Nous, ce qu'on conseille en micronutrition, c'est d'atteindre des valeurs de 50 à 60 Mhm. nanogrammes par litre, surtout quand on a déjà une pathologie chronique, ou alors si on est en phase de comment dirais-je, de Covid long, tout simplement. Ouais. Donc vitamine D déjà, voilà, c'est quelque Ça, chose c'est la tellement base. simple à faire, ouais. Voilà. Alors après, il y a tout ce qui est vitamines antioxydantes, A, C, E, etc. Donc ça, c'est un petit cocktail que l'on peut proposer pour amener des ingrédients qui participent indirectement ou directement à une meilleure réponse immunitaire. Ça, c'est clairement, au-delà de tout doute, ces ingrédients sont très importants. Donc là, il y a des formulations toutes prêtes, hein, parce que on pourrait dire oui, il suffit de manger équilibré, voilà, et puis avec une alimentation optimisée, mais pour obtenir certains dosages de certaines vitamines ou d'oligo-éléments, il faudrait être de l'ordre du kilo ou de plusieurs dizaines de kilos pour compenser pendant cette phase un petit peu critique le manque. Voilà. Donc après, il y a d'autres nutriments qui sont intéressants comme la glutamine, qui est un acide aminé qui permet de régénérer la paroi intestinale. Et on a évoqué la possibilité de la participation du déséquilibre de la flore intestinale dans les symptômes qui perdurent dans le Covid long. Voilà, donc je vais m'arrêter là parce qu'il y a d'autres micronutriments. Il y a la vitamine C, la vitamine E, par exemple, qui sont évidemment fondamentales, mais ça fait partie des vitamines que l'on propose quasiment systématiquement quand on est en phase de convalescence. Ouais, on a beaucoup parlé du zinc aussi, qui est très Zinc, bien important, sûr. peut-être dans cette période aussi en particulier. Alors, on voit différents dosages, 15 milligrammes par jour à 30 milligrammes par jour. Ça te paraît correct comme plage? Oui, il faut pas dépasser 20 milligrammes par jour, surtout qu'on en trouve dans différents compléments alimentaires et ça peut s'additionner. Ça peut Alors, s'additionner, ouais. et le zinc participe évidemment directement à l'immunité. Il participe aussi au renouvellement de tous les tissus, enfin les tissus à renouvellement rapide, pardon. Donc ça peut être la peau, le système digestif et les cellules immunitaires, bien évidemment, qui sont des soldats qui sont régénérés en permanence. Donc le zinc, il faut pas trop en donner parce qu'après il peut être pro-oxydant, c'est un peu Mhm. comme le fer. D'ailleurs, entre parenthèses, ça me fait penser qu'il faut rechercher chez les personnes un statut en fer bas par le dosage de la ferritinémie. Et effectivement, les gens qui ont une carence en fer, une carence martiale, comme on dit, ou des stocks de fer bas avec une ferritinémie basse, ont une immunité aussi plus basse et sont plus sujets aux infections. Donc ça, c'est aussi à rechercher dans le bilan du médecin de façon générale. Et c'est pareil, le fer, on n'en donne pas à quelqu'un qui en a Mhm. assez, puisque là, on va être aussi pro-oxydant. Donc on va avoir un effet comme avec le cuivre Ouais, qui va être contre-intuitif. c'est ça, ouais. Euh, une petite note peut-être sur la L-glutamine. Tu recommanderais ça plutôt lorsque tu suspectes une hyperperméabilité intestinale, je suppose, hein, peut-être pas comme ça à l'aveuglette. Oui, c'est ça. Alors, effectivement, pour savoir si on a un problème de déséquilibre de la flore intestinale, bon, il y a des petits questionnaires sur Internet qui permettent voilà, de voir si ça converge vers cette problématique. Au-delà de ça, on peut aller voir quelqu'un qui fait de la naturopathie ou quelqu'un qui fait de la micronutrition et qui posera aussi les mains sur le tube digestif parce que c'est un tube digestif qui est en général plutôt inflammatoire, plutôt sensible, avec tout un cortège de symptômes qui permettent d'aller vers ce diagnostic, si je peux m'exprimer ainsi, de déséquilibre de la flore intestinale. Et à ce moment-là, effectivement, on peut apporter dans ce cadre-là de la glutamine, mais ça peut être aussi des prébiotiques, c'est-à-dire le manger des petites bêtes qui sont dans nos intestins, et puis aussi des probiotiques avec un effet souche, c'est-à-dire des petites bêtes qui, lors de leur transit, vont permettre de rehausser notre flore intestinale et de retrouver un équilibre de cette microflore.
Ouais, c'est vrai, ça c'est très important. Dans ces deux axes-là, l'axe microbiote et l'axe hyperperméabilité intestinale, deux sujets qu'on retrouve très souvent aujourd'hui dans pas mal de problématiques chroniques. Il faut jeter un œil d'une manière assez détaillée. Effectivement, il faut faire un petit bilan du système digestif pour voir comment se déroulent les choses chez la personne. Mais ça peut avoir un impact assez significatif. Donc merci pour ce petit bilan, on va dire de micronutrition pour l'immunité. Euh, Moi, j'aimerais qu'on fasse un petit focus sur les plantes adaptogènes parce que, eh ben, ce sont des plantes qui ont un effet régulateur assez remarquable sur les fonctions immunitaires, c'est-à-dire qu'elles vont stimuler lorsque l'immunité est basse, elles peuvent calmer lorsqu'il y a une réponse disproportionnée dans certains cas, comme les maladies auto-immunes. Voilà, et c'est vrai que, comme on disait, on recherche plutôt ici quelque chose qui va équilibrer l'immunité plutôt que de la stimuler, en particulier s'il y avait cette fameuse composante auto-immune au syndrome post-Covid. Et c'est pour ça que voilà, on était arrivé à la conclusion que on n'était pas forcément pour l'échinacée ici. Ouais, Et moi, c'est vrai qu'il y a pas du tout consensus. Je sais que quand j'en parle avec mes collègues, il n'y a pas du tout consensus sur le sujet. c'est Mais vrai. personnellement, j'ai pu observer directement le fait que l'échinacée peut aggraver chez certaines personnes sensibles des situations auto-immunes et même provoquer des flambées qui peuvent durer assez longtemps. Donc, personnellement, je vois l'échinacée comme une immunostimulante et non modulatrice. En revanche, je vous dirais à vous qui nous écoutez aujourd'hui, cherchez pas le consensus sur le sujet, il n'y en a pas. Je suis assez Donc d'accord. voilà. Alors, quels sont des adaptogènes que moi j'utilise régulièrement qui régulent l'immunité? L'une de mes favorites, c'est l'astragale de Chine, Astragalus membranaceus, que je trouve particulièrement efficace, que je cultive au jardin depuis pas mal d'années. Alors, je sais que tout le monde n'a pas cette chance-là. J'espère qu'on aura une production locale un de ces jours, mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, c'est de l'importation. C'est pas quelque chose qui me plaît beaucoup non plus. Et on va reparler d'autres adaptogènes dans quelques minutes, avec des possibilités de culture beaucoup plus locales, mais voilà, l'astragale est particulièrement efficace. Moi, je recommande en général la poudre des racines à des doses qui varient entre 5 et 10 grammes par jour dans un verre d'eau. On peut faire 2 prises. Et c'est vrai que j'ai souvent cette question parce qu'on me dit souvent, mais tu es sûr 5 à 10 grammes? Parce qu'il y a des formes dans le commerce sous forme de gélules qui sont dosées largement en dessous des dosages que j'utilise. Eh ben oui, je suis sûr parce qu'en ce qui me concerne, au fil des années, j'ai pu expérimenter avec pas mal de plages de dosage. Et mes conseils, c'est autour des 5 à 10 grammes par jour lorsqu'il y a une immunité qui a besoin d'être régulée. Je trouve aussi les champignons, nous ce qu'on appelle les champignons riches en polysaccharides immunorégulateurs. Ces champignons médicinaux comme le reishi par exemple. Alors le reishi, on en trouve en gélule aujourd'hui. Personnellement, ça va tourner dans mes conseils autour de peut-être 1 gramme et demi à 2 grammes par jour si je veux vraiment quelque chose d'efficace. On avait pensé à la propolis aussi, Franck, parce que sur l'immunité et l'inflammation, elle a l'air de quand même bien réguler les choses. Qu'est-ce que tu penses de rajouter la propolis ici? Oui, alors la propolis, effectivement, est un modulateur aussi de l'immunité. D'ailleurs, il n'y a pas un apiculteur qui ne boulotte pas sa petite, ses petits morceaux de propolis dans la journée. D'abord parce que ça a une action anti-inflammatoire, hein. Ça a une action antivirale, antibactérienne. Et au-delà de ça, il y a des études qui soutiennent que la spiruline, la spiruline, pardon, la propolis Propolis. a une action effectivement modulatrice sur l'immunité. Donc les produits de la ruche, à condition bien sûr de bien surveiller la provenance, hein, parce que là faut bien regarder d'où ça vient aussi. On a quand même une grosse partie qui vient de Chine. Alors Chine ne veut pas dire forcément mauvaise qualité, mais enfin Ouais. voilà, il faut quand même vérifier la provenance parce que il peut y avoir des mélanges, il peut y avoir des falsifications, des choses comme ça. Surtout que ce sont des petites productions. Donc c'est à nous de vérifier cela. Ouais, puis on a des productions locales de propolis, hein, on n'a pas besoin Absolument. d'aller chercher bien loin. Alors, et ceci dit, il y a toute une discussion bien sûr sur la condition des abeilles dans ces Oui. produits de la ruche.
Et en fait, aujourd'hui, c'est un peu, voilà, je vais le dire, c'est un petit peu, il y a cette frustration parce que quelle que soit la direction vers laquelle on se tourne, on a vraiment des choix difficiles à faire, des choix qui sont pas très confortables, parce que on est juste tellement nombreux sur cette planète que, effectivement, si on s'intéresse tous aux plantes et aux méthodes naturelles, bah, il va y avoir une grosse réflexion à faire sur quelles sont les sources, comment on les ramasse, comment on les cultive, d'où elles proviennent. Voilà, je referme très vite cette parenthèse parce que c'est pas le but C'est de la important. discussion aujourd'hui. Mais pour revenir à la propolis, on trouve des productions locales. Personnellement, lorsque c'est sous forme de gélules, dans des situations comme ça qui sont non aiguës, euh, 500 mg 2 à 3 fois par jour. Moi, Oui, ça me semble très bien. Et puis, si c'est un extrait liquide, voilà, une teinture de propolis, par exemple, une préparation assez forte, bah, moi, peut-être un dosage dans les 30 à 40 gouttes 2 à 3 fois par jour aussi, c'est déjà bien. Alors, attention, les produits liquides, moi, j'ai testé des tonnes de teinture de propolis, d'extrait liquide. J'ai la chance de connaître des apiculteurs, donc on m'a donné de la propolis. J'ai préparé moi-même ma teinture. J'en ai beaucoup acheté dans le commerce et il peut y avoir d'énormes différences dans la qualité, la force. Quand tu mets ça dans ton c'est vrai. verre, tu te dis, eh, ou tu te dis waouh, voilà. Et ça, d'un point de vue efficacité, c'est vrai que ça peut faire une énorme différence. Donc réguler l'immunité, bon, on a déjà donné pas mal de conseils ici. On va passer au deuxième point qui est l'inflammation, qui est probablement l'un des axes les plus intéressants à explorer ici. Voir si on peut équilibrer cette réponse inflammatoire avec les plantes. Et comme on l'a dit déjà, cette inflammation peut avoir un impact assez significatif sur des symptômes neurologiques comme la fatigue, la dépression, sur la partie vasculaire aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire, Franck, avec un médecin? Parce qu'on parle d'inflammation, c'est un petit peu hypothétique. Est-ce qu'il y a des bilans biologiques qu'on pourrait faire avec son médecin pour valider qu'il y a bel et bien cette situation inflammatoire qui reste? Alors en médecine, notamment en termes de biologie, il y a ce qu'on appelle la vitesse de sédimentation qui peut indiquer, quand elle est haute, une inflammation en cours. Alors ça, c'est plutôt pour des inflammations assez importantes ou aiguës. On a aussi ce qu'on appelle la CRP, la protéine C réactive, qui peut être dosée dans le sang. Il y en a même une qui est dite ultra sensible, qui peut être Mhm. mesurée justement pour essayer de vérifier qu'on n'a pas une inflammation de bas grade en continu. Moi, j'aime bien cette image que j'ai évoquée tout à l'heure, qui est qu'on cuit à feu doux à l'intérieur. Voilà, c'est pas une inflammation qui est clinique, c'est-à-dire avec une grosse articulation douloureuse, hein. On est sur une inflammation de bas grade continue et qui peut donc être à l'origine des symptômes que l'on a évoqués. Et donc, ça, c'est en biologie, on peut le faire. Ça peut être surveillé avant, après, notamment la CRP, c'est assez facile à faire par un médecin traitant au cours du temps, avec quelques mois d'intervalle ou quelques semaines pour voir si on a bien un effet Mhm. anti-inflammatoire avec la thérapeutique que l'on a appliquée. Oui, tout à fait. C'est un bon point. Alors ceci dit, je pense qu'on prend pas trop de risques non plus en supposant qu'il y a cette situation inflammatoire chronique lorsqu'il y a syndrome post-Covid. Et donc nous, on peut dérouler certains outils qu'on connaît Bien bien. sûr. Euh, Parlons du curcuma. C'est vrai que alors c'est marrant parce qu'il y a une blague qui est faite ces derniers temps par mes collègues américains qui est le fait que dès qu'on parle d'inflammation, on parle curcuma. Voilà, c'est devenu tellement popularisé dans les magazines, dans les journaux, sur Internet que on a quasiment associé inflammation avec curcuma. Alors ceci dit, c'est une plante assez remarquable pour ça. Quelque chose relativement simple à faire. Franck, lorsqu'on préparait cette discussion, toi, tu étais plutôt d'avis d'utiliser de la poudre toute simple, intégrée à Oui. l'alimentation. Oui, alors oui, le pauvre curcuma, comme tu dis, bah, c'est pas de sa faute. C'est la plante la plus étudiée au monde, tout Mhm. simplement, hein, quasiment. Donc effectivement, il y a beaucoup d'études qui vont qui expliquent toutes ses propriétés, notamment particulièrement anti-inflammatoires, n'en déplaise à ces détracteurs qui régulièrement chaque année disent que ça marche pas, etc. Alors
c'est là où il faut faire un distinguo. Il faut distinguer encore une fois l'inflammation importante, aiguë, qui est cliniquement voilà perceptible parce que les gens ont mal, ça gonfle, c'est chaud et ça fait mal, c'est rouge aussi. Et là, le curcuma, si on n'utilise pas des doses concentrées de curcumine, hein, au moins à 95%, on n'aura que peu d'efficacité. Mais Oui. dans notre cadre à nous, là, aujourd'hui, on est plutôt sur une inflammation dite de bas grade. On en parlait hier. Effectivement, moi, je recommande plutôt d'utiliser à dose filée de la poudre de curcuma pure, bien sûr, si possible bio, et que l'on va mettre le plus possible dans notre alimentation, dans la préparation de plats, ou alors si on n'aime pas ça, parce que c'est un goût un petit peu terreux et que ça tâche, on peut aussi l'avoir sous forme de gélule ou d'extrait liquide. Ouais. Et là, il faut taper effectivement à peu près à 1 gramme jusqu'à 3 grammes pour avoir peut-être un effet. Bon là, on parle évidemment, on n'a pas d'études là-dessus, mais c'est une reco que nous on fait par rapport justement aux propriétés mécanistiques et biologiques que l'on reconnaît au curcuma. Et donc, il nous semble pertinent de pouvoir le proposer un petit peu au long cours, mais à dose filée. Ouais, ouais, tout à fait. Donc ça, c'est le premier outil, très simple, très abordable. Alors dans le domaine anti-inflammatoire, il y a de très nombreuses plantes qu'on peut utiliser. Alors moi, je vais partir dans une direction que j'adore, enfin une forme que j'adore, qui est la forme infusion. Et voilà, Ah oui, ceux qui me très bien. connaissent savent bien que j'en parle souvent. C'est quelque chose qui est profondément ancré dans notre tradition d'herboristerie française, une forme qui est très proche du végétal. Et puis dans cette période de fatigue et de, entre guillemets, froideur, dans des termes énergétiques, c'est-à-dire de lenteur, de sous-fonction, et même boire ce liquide chaud, ça fait tout simplement, ça fait du bien. Voilà. Donc les plantes à tisane utiles ici, ben moi j'aime bien rester dans du tout simple, donc par exemple le gingembre sous forme des rhizomes frais ou secs Mhm. qu'on trouve un petit peu partout. Je vais en mentionner une ici qui est pas très connue, mais qui est une anti-inflammatoire assez remarquable, qui est la grande camomille, qu'on appelle aussi la Mm. partenelle, Thanacetum parthenium, qu'on utilise sous forme des sommités fleuries, en général sèches, bon, sauf si on a un jardin avec la plante disponible, mais en principe c'est en herboristerie, format sec, pardon. Et en fait, ces deux plantes, gingembre et partenelle, agissent comme anti-inflammatoire, mais aussi comme anti-agrégant plaquettaire. Et donc, intéressante ici, vu que, comme on le sait, le Covid provoque une agrégation plaquettaire elle-même qui peut entraîner une situation de thrombose microvasculaire. Voilà, ça on l'a bien vu. Et donc là, on va dans le bon sens. Une autre plante, par exemple, tout simple, le romarin. Bon, le Oui. romarin, excellent tonique, anti-inflammatoire. Et si on voulait faire une petite formulation toute simple ici, sous forme de tisane, on ferait par exemple, euh, pour une tasse, on ferait une pincée de partenelle. Alors il faut ajuster en fonction du goût parce que c'est à la fois amer et camphré. Voilà, c'est l'infusion de partenelle, c'est pas vraiment une infusion plaisir, on peut savoir. Pour le gingembre, je dirais une petite cuillère à café des rhizomes frais et râpés. Et puis voir si on veut rajouter une pincée de romarin qui va en plus aider le foie à éliminer la charge de déchets qui est due à la situation, inflammation chronique, immunité qui tourne, et donc déchets acides, et on veut éliminer tout ça. Le romarin va aussi apporter la clarté mentale, va être tonique cérébral. Et puis là, personnellement, je ferai quelque chose comme 2 à 3 tasses par jour. Voilà, c'est un bon mélange pour cet état inflammatoire. Alors ceci dit, attention, on va pas avoir le temps de rentrer dans les précautions, les contre-indications, etc., etc. Donc faites vos recherches de votre côté, allez voir hein, sur mon site par exemple, j'ai fait des fiches de plantes pour toutes ces plantes-là. Donc si vous êtes sous médicamentation, si vous avez une certaine pathologie, voilà, allez voir, allez lire Bien ces sûr. précautions-là. J'avais une question pour toi, Franck, parce que euh, ces derniers mois, certains lecteurs de mon blog qui vivent en Afrique m'ont écrit. Ils ont accès à de la boswellie de bonne qualité là-bas. C'est une résine d'un arbre, alors qui n'est définitivement pas de chez nous. Alors je sais qu'on en trouve dans le commerce sous forme de gélules, mais alors c'est pas local du tout. Dans certains pays, par contre, c'est local. Ce qui ne veut pas dire que l'espèce n'est pas menacée, mais ça c'est encore une autre histoire. En tout cas, j'aimerais qu'on connaisse ces lecteurs, qu'on leur réponde. Qu'est-ce que tu penses ici de la Boswellia serrata, pour réguler la réponse inflammatoire?
Alors moi, j'apprécie beaucoup la Boswellia parce que effectivement, elle a une action anti-inflammatoire qui permet de prendre en charge les pathologies justement chroniques inflammatoires, comme par exemple la polyarthrite rhumatoïde ou même la rectocolite inflammatoire intestinale. Donc les pathologies inflammatoires intestinales, enfin on va dire systémiques, ça marche très très bien la Boswellia dessus. Mhm. Et l'avantage par rapport à d'autres plantes comme l'arpagophytum par exemple, c'est qu'elle a un mode d'action sur la cascade arachidonique qui joue, alors je vais être un peu technique sur la lipo-oxygénase, mais c'est pour dire qu'elle a une action vraiment intéressante que sur d'autres voies de l'anti-inflammation que ne font pas d'autres plantes. Alors, on a aussi un petit warning, tu as raison de préciser que l'écologie c'est important. On a un warning relativement récent sur la Boswellia par rapport à ce que ce serait une plante qui serait exposée, voire un peu menacée. Donc, faisons aussi nos recherches par rapport à cela. Mais moi, je sais que je la préconise assez facilement dans les inflammations chroniques Mhm. à raison de 300-400 mg 2 à 3 fois par jour et que j'ai d'excellents résultats. Avec cette réserve que je viens d'évoquer, qui est pour moi récente, puisque je viens de l'apprendre qu'il y a que très peu, que ça pourrait être aussi une plante qui serait sensible ou, comme on dit, menacée. Ouais, ouais, d'accord. Bon. Très bien. Donc là, on a vu plusieurs outils pour réguler l'inflammation. On va maintenant parler du troisième axe, qui est l'épuisement, la faiblesse, le manque d'énergie. Donc, comment peut-on retrouver au fil des semaines, c'est pas instantané, il faut du temps, mais euh, comment est-ce qu'on peut retrouver un petit peu plus d'énergie physique et mentale pour mieux fonctionner, pour avoir un petit peu plus de force, de volonté pour prendre le taureau par les cornes et puis agir sur cette situation-là, peut-être recommencer un peu d'activité physique si le corps le permet, peut-être envisager de nouvelles solutions. Donc, qu'est-ce qu'on peut utiliser ici? Alors, je te laisse nous parler, Franck, de deux plantes, ou du moins d'une plante et d'une cyanobactérie. La plante, c'est le ginseng, et la bactérie, c'est la spiruline. Et avant de te laisser parler, au passage, une petite note ouais, un petit peu de déception pour moi au sujet de la rhodiole, Ah oui. qui est une adaptogène absolument remarquable qu'on a utilisée pendant des années et j'ai toujours été vraiment satisfait de ce qu'elle apporte. Voilà, aujourd'hui, elle est de plus en plus menacée dans le sauvage, elle est Mm. très compliquée à cultiver, donc on en arrive vraiment au point où il faut tirer la sonnette d'alarme. Euh, Ce qui est, voilà, je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de problème avec le ginseng, par exemple, bien que je vais vous donner une source française. Après, on cultive le ginseng en France, il faut savoir, mais disons que pour la rhodiole, c'est pas une de celles qu'on va recommander aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu auras à nous dire, Franck, au sujet du ginseng et de la spiruline dans ce contexte? On va commencer par ginseng. Eh bien, c'est une plante, comme on dit, adaptogène. Donc, adaptogène, c'est une plante ou une substance qui permet de s'adapter à tout type de stress, que ce soit des stress d'origine physique, psychologique, thermique, tout ce qu'on veut. Donc, c'est une plante phare de la pharmacopée indo-asiatique et que, effectivement, par ses composés qu'on appelle les ginsénosides, qui doivent être en général entre 4 à 7% dans l'extrait que l'on propose, eh bien, on peut avoir des résultats assez intéressants et rapides à raison de 200 mg 2 à 3 fois par jour. Euh, alors, il y a aussi des contre-indications, hein, donc on vous renvoie à ces Mhm. contre-indications. Bon, la plus connue, c'est l'hypertension artérielle, etc. Mais disons que c'est vraiment une racine fantastique qui nous permet de se retaper assez rapidement et qui permet d'avoir un effet adaptogène remarquable sur une courte durée. Donc c'est déjà une première plante qu'on peut mettre en avant. Alors après, quelque chose qui n'est pas une plante, mais qui est de l'ordre de l'algue, et plutôt une microalgue, c'est effectivement la Spirulina platensis ou Arthrospira platensis, qu'on appelle tout simplement la spiruline. Donc, on a maintenant des productions françaises Mhm. hein, qui Beaucoup. sont pas mal. Mhm. Alors, Ouais. il y a une grosse discussion aussi sur le fait que ce soit bio ou pas bio.
Bon, ce qu'il faut rechercher quand on va prendre de la spiruline, qui est une plante, pardon, qui est une algue qui est très intéressante pour son effet sur l'épuisement, la faiblesse, la récupération. Il faudra rechercher, bien sûr, une culture propre, sans pollution, qui n'ait pas l'utilisation d'OGM, que la poudre n'a pas été portée à haute température. Ouais. Les bacs ont été nourris avec une nutrition naturelle. Bon, alors il y a le débat avec le fait que c'est de l'azote minéral que l'on met à l'intérieur, etc. Bon, si c'est fait dans ces conditions-là, qu'il y a un test aux métaux lourds et additifs qui est nickel, on peut prendre cette spiruline. Faut rappeler que les microalgues, dont la spiruline, les champignons et les bivalves comme les moules, etc., ce sont des marqueurs de la pollution environnementale. Donc, c'est utilisé par les toxicologues. Ils vont tout de suite voir ces choses-là pour savoir si l'environnement est pollué. Donc, on comprend bien que c'est très important d'avoir un cahier des charges vraiment bien suivi et strict concernant notamment la spiruline, parce que si vous avez une spiruline qui a été cultivée dans des conditions approximatives, voire avec des polluants à côté, ça absorbe tout. Donc on est là pour se faire du bien, on n'est pas là pour se faire du mal. Et ça, c'est quelque chose qu'on va rappeler systématiquement, soit avec les champignons, soit avec ces microalgues qui sont des pompeuses d'environnement, hein, littéralement. En tout cas, c'est aussi pour ça, parce qu'elles pompent l'environnement, qu'elles sont extrêmement riches en oligo-éléments, en minéraux, mais aussi en acides aminés, en enzymes, et que cette concentration de micronutriments extrêmement intéressants permet une convalescence, comment dirais-je, largement améliorée. C'est ça, très très bon tonique. Et je vous rappelle que si vous allez sur le site des spiruliniers de France, Oui. vous allez trouver des spiruliniers dans à peu près toutes les régions. C'est impressionnant le nombre de producteurs de spiruline. Aujourd'hui, rien qu'autour de chez moi, j'en ai 3 ou 4. Ah oui. Donc là, on peut vraiment trouver du local, effectivement, voilà, et de bonne qualité. Et pour le ginseng, on a aujourd'hui du ginseng cultivé en France et en bio. Je vous mettrai le lien sur mon site, mais le producteur s'appelle Jardin d'Occitanie. Donc on commence à trouver ces ressources-là d'une manière locale. Moi, je vais vous parler d'un excellent tonique général aussi, qui est aussi une plante adaptogène, qui s'appelle l'ashwagandha Witania somnifera, qui est une solanacée, donc littéralement de la famille de la tomate, Pommes de terre. Pommes de terre, et qui se cultive aussi facilement comme plante de tomate, sauf que là on va utiliser les racines. Nous avons certains producteurs français qui commencent à en vendre sous forme d'alcoolature. J'espère, vu la facilité de culture, voilà, j'espère qu'on verra de plus en plus de production locale, si les autorités de santé nous le permettent, bien sûr, qui est toujours la complexité numéro 1 ici chez nous. La forme que j'utilise le plus, moi, ce sont les racines en poudre, que je dose, bien sûr, en fonction de la personne, mais souvent, chez moi, ça tourne entre 3 et 6 grammes par jour, et j'essaie de faire une dose plus importante le soir, vu qu'elle apporte ce petit plus, qui est qu'elle régularise le sommeil. Ensuite, dans les toniques, alors oui, on a des toniques de chez nous, hein, qu'on a toujours utilisés dans notre tradition lorsqu'il y avait convalescence et fatigue physique ou mentale. On a des plantes comme l'angélique, archangélique, comme la gentiane, en particulier s'il y a un manque d'appétit. Les aromatiques chaudes aussi, comme le romarin ou la sauge. On a l'oné, Inula helenium, qui est en particulier utile s'il y a des poumons qui sont encore un petit peu encombrés. Des plantes qui se préparent très très bien en infusion ou décoction, avec l'exception de la gentiane que personnellement je recommande moi sous forme de teinture ou alcoolature à cause de son amertume dans un petit peu d'eau avant les repas. Alors l'avantage de la gentiane, c'est qu'elle relance les fonctions digestives d'une manière assez globale. Et donc chez la personne qui a perdu son appétit, qui a perdu ses capacités digestives, c'est une excellente plante justement pour relancer les fonctions. Et elle est tonique, pourquoi ? Parce qu'en partie, elle nous permet de mieux profiter des nutriments qu'on va ingérer. Donc ça, c'est les toniques de chez nous. Donc par exemple, pourquoi ne pas se préparer une petite combinaison romarin, angélique, archangélique, voilà, faire une cure sur plusieurs semaines pour justement relancer les fonctions. Si on veut pas utiliser des adaptogènes qui sont pas à l'origine de chez nous.
Et quelque chose qui me manquait, dont on avait évoqué, Franck, c'était la minéralisation, l'apport de minéraux. Alors moi, minéraux, je pense tout de suite à l'ortie, à la prêle, à l'avoine, partie aérienne d'avoine. Les minéraux sont super importants pour tamponner tous ces déchets acides qu'on va produire lors de ces périodes infectieuses et inflammatoires. Donc moi, je rajoute volontiers un petit peu d'ortie dans un mélange à infusion. En micronutrition, qu'est-ce que tu ferais, Franck? Pour la minéralisation, Ouais, moi je suis aligné comme toi sur l'ortie, la prêle. Essentiellement, la spiruline qu'on vient d'évoquer est oui, particulièrement ouais, reminéralisante. ouais. Bon, j'ai oublié de dire qu'il y avait évidemment des pigments fondamentaux dans la spiruline, comme les phycocyanines, qui ont leur action propre à la fois au niveau cérébral, mais aussi au niveau anti-inflammatoire. Donc, on a quelque chose de complet. Donc, je m'arrêterai là sur la proposition pour pas trop Ouais. être dispersé. Alors après, effectivement, il y a pour l'épuisement et la faiblesse, parce que c'est le chapitre dans lequel on est, il y a quand même un ingrédient que moi je préconise quasiment systématiquement, c'est le magnésium. Mhm. Alors le magnésium, évidemment, quel sel de magnésium? Eh bien, soit du bisglycinate de magnésium, soit du citrate de magnésium, soit du glycérophosphate de magnésium, parce que c'est des sels de magnésium qui sont biodisponibles, c'est-à-dire qui sont bien absorbés et bien intégrés au niveau biologique. Alors, on va rappeler que le magnésium, ça intervient dans, on sait pas, en 300 à 600 réactions biochimiques comme cofacteur enzymatique. Cofacteur enzymatique, c'est-à-dire que ça augmente le rendement Mhm. de la réaction biochimique. Donc, il y a des personnes qui sont à 20% de rendement, et si vous mettez du magnésium, ça va tourner à 80%. Donc, on n'a pas du tout le même résultat sur la forme et sur le dynamisme, et c'est très rapide. Alors le dosage, c'est toujours à peu près c'est 6 à 10 mg kilo jour, ce qui fait à peu près 300 à 400 mg Ok. de magnésium par jour. Moi, j'aime bien faire des doses de charge parce qu'au début, on est vraiment épuisé et ensuite Mhm. revenir à 300-400 mg par jour. Alors le magnésium, j'en ai pas parlé tout à l'heure avec la vitamine D, mais c'est presque le préalable avant la vitamine D parce que la vitamine D ne marche bien que si on a un équilibre en magnésium préalable de toute façon. Ouais. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas très connu d'ailleurs en micronutrition, qu'il faut rappeler. C'est qu'avant de donner de la vitamine D, il faut charger en magnésium. Donc, je le rappelle, j'en profite de cette occasion, à cette occasion. D'accord, d'accord, merci Franck. Ce qu'on va faire, ce que je vous propose de faire, vu que ça fait plus d'une heure qu'on discute, c'est que à ce stade, on va faire une petite pause, on va appeler ça la partie 1, et on va se retrouver pour une deuxième partie. Là, dans la partie 1, on a abordé vraiment toutes les fondations, immunité, inflammation, vitalité. Et dans la partie 2, on va rentrer un petit peu plus en détail dans certains systèmes d'organes. En fin de partie 2, ce qu'on va vous faire, c'est qu'on va vous faire une ou deux petites études de cas pour vous montrer comment moi et Franck, on utiliserait toute cette quantité d'informations qui est quand même assez massive, un petit peu impressionnant lorsqu'on n'a pas l'habitude, et comment on distillerait ça dans un petit programme qui est somme toute, au final, vous allez voir, assez simple parce qu'on ne veut pas que ça soit non plus trop coûteux, on ne veut pas rajouter trop de choses non plus dans un programme, sinon on ne sait plus où on en est. Donc, si vous voulez voir un petit peu comment on tisserait tout ça ensemble avec Franck, vous nous rejoignez dans la deuxième partie. En fin de deuxième partie, on va vous faire ça. Pour l'instant, on va faire une petite pause et on se retrouve très vite pour la partie 2.